Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a abordé les perspectives de la police pour l'année 2020 en vue de remédier aux actes de délinquance et autres crimes dans le département du littoral. C'était à l'occasion de la rencontre tenue entre le parquet de Cotonou et des officiers de police judiciaire. Des précisions dans un instant. La purification spirituelle consiste à débarrasser un esprit de ses impuretés, une pratique qui, selon les spiritualistes, s'avère importante à l'entame d'une nouvelle année. Nous y reviendrons dans cette édition. Les habitudes malpropres constatées chez certains conducteurs de taxi-moto dans la capitale économique du Bénin inquiètent leur clientèle. Ils en parlent dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? Merci, papa! À EZAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Bonsoir. Le procureur de la République du Bénin, près le tribunal de Cotonou, a convié les officiers de police judiciaire à une réunion de commandement. À l'occasion, le parquet de Cotonou a annoncé ses priorités pour le compte de la nouvelle année. Présent à ce conclave, le DGPR a dévoilé quelques-unes des stratégies qui ont conduit à mieux contrer la criminalité dans le département du littoral. Pour plus de détails, suivez-le. En ce qui concerne le bilan de nos activités, je peux vous dire simplement que les 7 premiers mois de l'année de 2019 ont été marqués par une évolution exponentielle des faits criminels, dont plusieurs cas de vol avec violence. Mais à partir du mois d'août 2019, il a été enregistré une baisse substantielle de la criminalité dans le département du littoral. Pour illustrer un peu ce que je viens de vous dire, j'ai pris 3 faits criminels, à savoir les vols à main armée, les cambriolages et les braquages de motocyclettes. Au cours du mois d'août 2019, nous avons enregistré 7 cas de vol à main armée, contre 0 pour le mois de septembre et 0 pour le mois d'octobre. J'ai fait exprès pour m'arrêter à ce niveau, parce que je n'ai pas encore totalement le bilan des activités du mois de novembre. En termes de cambriolage, en août, nous avons enregistré 50 cas, contre 48 cas au mois de septembre, mais 49 cas au mois d'octobre. Et en ce qui concerne les braquages de motocyclettes, pour compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, on a enregistré 0 cas, donc on n'a pas eu de cas. En ce qui concerne la localisation dans le temps, nous avons simplement constaté que c'est le temps de nuit qui est le moment favorable pour la commission des divers actes criminels et surtout les cas de cambriolage que nous avons enregistrés au cours du mois d'octobre. Dans le département du littoral, le taux de criminalité varie d'un arrondissement à un autre. Et à titre d'exemple, si je prends par exemple les cambriolages, c'est dans le 9e arrondissement, vous faites les 8e et 9e arrondissements de Cotonou qui ont connu plus de cas de cambriolage. Nous avons enregistré 8 cas par arrondissement. En termes de braquage, 0 cas.
Et en termes de vol à main armée, à proprement parler, 0 cas. Lorsque nous analysons un peu ces données, nous constatons simplement qu'il y a une baisse par rapport aux 7 premiers mois de l'année, qu'il y a une baisse en termes de vol à main armée. Une baisse en termes de braquage de motocyclettes, mais en termes de cambriolage, il y a une légère hausse. Donc, cela nous interpelle à plus d'un titre. Mais la stratégie de lutte que nous avons engagée est une stratégie de lutte globale qui combine la prévention et la répression. En ce qui concerne la prévention, pour atteindre les résultats que nous avons renforcé la recherche du renseignement. Donc nous avons situé le travail de recherche du renseignement au niveau de tous les commissariats. Comme vous le savez bien, vous ne devez plus attendre pour nous signaler très rapidement ce qui se passe. Nous avons instruit également la direction du renseignement territorial à nous soutenir. D'ailleurs, dans les prochains jours, ils vont être disséminés sur l'ensemble du territoire pour nous apporter leur appui substantiel pour la période de fin d'année. Mais également, la direction du service de liaison et de documentation nous aide, surtout pour des cas qui nécessitent l'usage de techniques particulières. Ils nous aident beaucoup, par exemple, pour les cas d'enlèvement avec demande de rançon qui se passe un peu dans la zone septentrionale de notre pays. Restons avec Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine qui, en dehors de stratégie, a également exposé les perspectives de la police pour l'année 2020. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Nous intensifions également les patrouilles de renseignement en jalonnant les axes, en surveillant les points favorables aux embuscades tendues par les malfrats. Nous surveillons également les points névralgiques, c'est-à-dire les unités qui ont des dépôts d'armes, parce que lorsque les gens ont accès aux armes, la situation n'est plus vivable. Les centres de communication, les centres commerciaux, les institutions financières. Nous avons instruit nos personnels pour qu'ils accentuent un peu leur travail dans ces zones. Surtout que nous sommes en période de fin d'année. C'est ce qu'aiment les malfrats pour pouvoir passer de bonnes fêtes. Nous avons, depuis quelque temps, amélioré nos relations avec les collaborateurs extérieurs. Parce que les collaborateurs extérieurs détiennent des informations qu'ils mettent à notre disposition. Mais nous exploitons ces informations, nous les recoupons d'abord avant de nous lancer dans les actions. En termes de répression, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Au mieux, nous interpellons puis déférons les personnes soupçonnées devant le procureur de la République. Mais au pire, nous faisons usage de nos armes en cas de légitime défense. En termes de perspective, nous projetons de faire régresser davantage la criminalité à l'horizon du premier trimestre de 2020 pour atteindre et maintenir au cours des trimestres suivants une stabilité sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne voulons pas être trop gourmands, nous voulons aller pas à pas. Nous allons voir le travail que nous allons faire au premier trimestre, évaluer et continuer si ça marche, si ça ne marche pas, revoir un peu les différents obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je voudrais conclure en disant qu'en matière de lutte contre les vols avec violence dans le département du littoral, la police républicaine a connu des progrès au cours de l'année 2018-2019 et singulièrement durant les 3 derniers mois. Cependant, des efforts restent à faire pour atteindre les meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Ces résultats seront plutôt davantage satisfaisants avec l'effet dissuasif des réponses pénales appropriées. Mais pour y parvenir,
les officiers de police judiciaire, dont l'apport est déterminant dans la chaîne de justice pénale, se doivent désormais de bien conduire les investigations de manière à fournir aux magistrats des éléments de preuve irréfutables. Pour démarrer une nouvelle année, la purification est un exercice nécessaire, même si cela dépend de l'intéressé et des raisons pour lesquelles il se purifie. Maître Dao estime que cette pratique est très importante. Reçu par Jacques Mario d'Almeida dans l'émission Au cœur du mystère, le spiritualiste s'explique. Spirituellement, avant de rentrer dans une nouvelle année, c'est une analyse personnelle que chacun doit faire, une rétrospection, une analyse de conscience pour voir est-ce que j'évolue normalement. Si quelqu'un évolue normalement, il n'a pas besoin de se préparer spirituellement à rentrer dans une nouvelle année. Mais si lui-même, il sent en lui qu'il y a des défaillances, il y a des situations, il y a des difficultés, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je pleure tout le temps. Quand je vais évoluer, j'évolue difficilement. Tout ce que les autres ont facilement, moi j'ai pour moi difficilement. Je ne supporte pas. Ne pas connaître comment je vais m'organiser spirituellement. Si tu es un humain et que dans ta vie, tu sais que Dieu existe, il y a des démarches spirituelles qu'il faut faire. On a déjà parlé du pardon dans d'autres thèmes avant, on a parlé de la réconciliation dans d'autres thèmes, mais il faut se préparer. Un humain ne doit pas se laisser. On est béninois, africain. Même si tu te sens en Europe, tu es aux États-Unis, tu as été d'abord béninois avant qu'on ne t'a... Se préparer spirituellement, c'est de mettre du carburant dans sa voiture et continuer son voyage sur la terre. Donc, un humain qui est conscient et responsable doit se préparer spirituellement avant de rentrer dans une nouvelle année. Préparer d'abord ses enfants, se préparer lui-même, préparer sa maison, purifier sa maison, orienter ses objectifs vers des rituels nobles, dignes de son nom, pour que tu sois en harmonie avec l'univers et être aussi de vivre ce que tu souhaites. Parce que chacun de nous trace le plan qu'il veut pour mieux le vivre. Il faut tracer le plan que tu veux pour mieux le vivre. Donc se préparer spirituellement est capital et primordial. Très important. Un humain doit connaître son état spirituel sur cette terre. Sinon, il vit mal. Il vit sans connaître qui il est. Il vit sans savoir où il veut aller. Il vit sans objectif. Disons-le comme ça. Parce qu'il n'y a pas cet humain qui ne croit pas à Dieu. La fin de l'année est une occasion pour faire le bilan. Les sorciers et personnes mal intentionnées en profitent pour faire des offrandes. Selon le spiritualiste Dao, toutes ces choses perturbent un peu la quiétude des êtres humains. Pour ce faire, il recommande les attitudes à avoir. Suivons-le pour plus de précision. Il faut que tu te purifies à tout bout de champ, que tu mettes tes enfants à l'abri de la sorcellerie, des blocages, des mauvaises choses. Quand on parle de sorcellerie, les gens croient que c'est la table qui se transforme. Non, sorcellerie, il y a pas un verbal. Il peut y avoir sorcellerie d'eau. On a versé sur un carrefour, tu rentres dedans, tu ramasses les mauvais sorts. Il y a le sort qui parle de sorcellerie. Il y a aussi la main. Je peux te saluer, te transmettre la sorcellerie. Je peux te souiller. Je peux te faire bisous et te souiller. Je peux être assis sur les mêmes bras avec toi et te souiller. Donc, il faut tout faire pour se purifier, être en harmonie avec la purification. C'est très capital. Beaucoup craignent de ne pas avoir la nouvelle année parce que c'est le moment de faire le point spirituel où les sorciers font beaucoup d'offrandes. La famille fait beaucoup d'offrandes. Des gens meurent façon tragédie. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de façon inattendue. Donc, la crainte d'abord, c'est la fréquence, le changement de cycle d'une vie à une nouvelle vie, d'une année à une nouvelle année. Parce que l'année réserve, on ne sait pas. J'écoute la chanson de Kérosène qui dit « Tu seras élevé au nom de Jésus, tu seras élevé. » Mais tu ne peux pas être élevé sans travailler. C'est comme ça aussi, tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans avoir de peur, sans avoir de crainte. Donc il faut que chacun de nous puisse se chercher, connaître pourquoi j'ai peur de rentrer dans cette année. Parce qu'il y a une égrégore qui se dégage de l'année ancienne ou la nouvelle année que nous nous rencontrons. C'est comme deux voitures qui veulent se rencontrer. L'autre doit éviter l'autre. Sinon, il y aura choc. Et il faut éviter que le choc arrive. On a fait deux routes et on a mis beaucoup de barrières pour éviter que les deux se rencontrent pour qu'il y ait choc. Donc, évitons de créer des chocs. C'est pour ça que deux véhicules ne se rencontrent pas de façon... Sur une route inter-État. Parce que l'homme
ce vide d'énergie et ce recherche d'énergie, c'est nous qui ne voyons pas. Il y a beaucoup de sources d'énergie, comme le soleil, la lune, la terre, le feu, l'eau, l'air. Hein? Il y a beaucoup de sources d'énergie. Même là, nous sommes ici, nous sommes le vent énergie. qui coule, c'est l'énergie. Ce qui permet aux poumons de bien marcher pour que nous puissions survivre. Donc, il y a beaucoup de sources d'énergie qui nous entourent. Et nous empêchons même des énergies qui nous entourent de vivre aussi. Parce que l'univers, la nature est du vide. À Cotonou, les citoyens se plaignent de la mauvaise conduite de la plupart des conducteurs de taxi-moto fréquemment appelés émigrants. Il est notamment question de ces conducteurs qui s'habillent mal et dégagent des odeurs corporelles désagréables. Des comportements qui poussent la plupart des clients à être sélectifs dans le choix du conducteur. Reportage. Vertu de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant, soit sous les arbres, soit dans les centres de la Loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les émes eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses. On voit certains conducteurs de taxi-moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient de village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient de village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est l'exaspération. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur service. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous remarquons, nous constatons des émigrants qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié au manque d'hygiène. Ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un zim. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le zimjaman n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens. Et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi-moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. La Ligue de football du Bénin a remporté les matchs de ZEFC pour le compte des 7e et 8e journées contre respectivement l'Union sportive de Sémécraqué et l'UPI ONM. Cette décision vise à permettre au club universitaire de mieux aborder les 2 premières journées des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. En effet, les poulains de Richabia se déplacent au Maroc ce 1er décembre pour affronter la Renaissance sportive de Berkane avant de recevoir une semaine plus tard les Congolais de Daring Club Motema Pembe. Comme aux 3 précédents tours, le ZEFC va entamer cette phase sans aucun soutien des autorités du sport béninois. Les promesses faites dans l'euphorie de la qualification historique du club à la phase des poules le 5 novembre dernier sont restées sans suite pour l'instant. Suivez le commentaire des journalistes sportifs Akakbo Ano et Fernando Ressou.
C'est le petit point noir qu'il faut soulever. Oui, la dernière fois que j'ai se qualifier, j'ai vu les autorités, j'ai vu presque tout le monde au terrain, on s'entrelaçait, on riait, on chuchotait, parce que c'est le Bénin qui est honoré, parce que Esaü, écoutez, quand les gens m'ont demandé Esaü d'où, Esaü du Bénin, et donc tout le monde était content, tout le monde était fier. Mais oui, c'est vrai, Esaü c'est un club privé. Esaü c'est un club de football qui appartient à une association qui doit se prendre en charge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement Esaü. Il va falloir que, je me rappelle, si on peut repartir un peu en arrière lors de la campagne 2017 et 2018 où Énergie et les Buffles participaient à une compétition africaine des clubs, même ces deux clubs-là n'étaient pas allés à ce niveau, ils avaient eu une petite subvention, je sais pas, 15 millions ou un truc du genre pour les accompagner. Mais cette fois-ci, on sent que rien ne vient pour quand même accompagner Esaü pour cette campagne-là. C'est un peu regrettable. On aurait souhaité voir, pourquoi pas, le ministère. Oui, ce n'est plus Esaü au fait. C'est le Bénin qui est en compétition, on peut le dire, des clubs. Vous savez, le mal dont souffre le Béninois, c'est l'absence d'une culture du sponsoring. C'est extrêmement important. Ce que le président de la FBS vous fait, moi je vous donne 3 millions, ce que tel autre va, c'est du mécénat. C'est du coup par coup, ça ne veut rien dire en sport. Absolument rien. Et nous sommes habitués à ça tout simplement parce qu'on ne va jamais loin. D'où l'absence totale de la culture du sponsoring. Sinon, les sponsors devaient se bousculer pour aller prendre cette équipe des AE. Les sponsors devaient se bousculer parce que les gens vont se dire, derrière cette équipe, avec cette équipe du moins, mon image, je veux valoriser l'image de ma société. Je veux faire la promotion de mes produits. Mais aujourd'hui, je dis, en ma qualité de secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, je dis merci au gouvernement, mais en même temps, j'implore l'indulgence du chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, que l'orientation donnée à la TDS, la taxe sur le développement du sport, dans la loi des finances 2019 et qui est reconduite pour 2020, ça ne permettra pas du tout de cultiver le sponsoring dans notre pays. Pas du tout. Tel que c'est fait, la belle preuve, toutes les sociétés sont frileuses. Les gens préfèrent aller verser la taxe dans les caisses de l'État pour ne pas avoir de problème. Alors que dans l'ordre normal des choses, c'est mal ficelé. C'est mal orienté. Que comprendre de la TDS, entendez taxe pour le développement du sport? Fernando Ressou explique. La TDS, c'est 1 pour 1000 de taxes, de possibilités offertes aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Ils peuvent investir 1 pour 1000 de ce chiffre d'affaires dans le domaine du sport et ils seront exonérés d'impôts sur ça. Vous me suivez? Mais la condition, c'est quoi? C'est que cette société crée des clubs et les gère. Ou si elles doivent le faire, ce sera en athlétisme, au football, au handball. Et quel est le quatrième? Il y a une quatrième. Le basketball. Le basketball. Ce qui veut dire que si l'une de ces sociétés-là qui dispose actuellement de l'argent vient donner ça à Esaü, l'État va dire non, ce que tu as fait là, ça ne me concerne pas. Tu n'as pas ton propre club. C'est ça le problème fondamental. Donc ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de trouver les mots, les formulations pour faire comprendre la chose au chef de l'État. Et dès que lui dit, écoutez, mes chers amis, des entreprises, des grandes entreprises, l'essentiel pour moi, c'est que vous investissiez dans le sport. Et vous allez voir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.